Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, les troubles des conduites alimentaires concernent directement entre 600 000 et 1 million de personnes, mais des millions d'autres en sont affectés. On va en parler avec Mélanie Henbick. Elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Toute cette semaine, le système solaire, et non pas le système scolaire, comme on l'aborde régulièrement sur cette chaîne. Question du jour, comment reconstruire un événement qu'on n'a pas pu observer ? Et comme la formation de notre système solaire. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Alessandro Morbidelli. Et puis enfin, rendez-vous avec Marie-Olivier. Le cours particulier du jour vous fait découvrir une association qui œuvre à l'accès de l'éducation en Afrique du Sud. Elle s'appelle Born in Africa. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Mélanie Henbick, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste, vous signez aux éditions First un ouvrage intitulé « De tout mon corps », sous-titre « Dans la peau de celles et ceux qui luttent contre les troubles des conduites alimentaires ». C'est un ouvrage essentiellement composé de témoignages, mais pas exclusivement. C'est aussi en creux un témoignage personnel sur des troubles qui, selon certaines évaluations que vous citez, concerneraient, alors il faut prendre ce concernerait au sens large, jusqu'à 13 millions de personne. Vous ne vous mettez pas en scène à proprement parler dans le livre, mais vous signalez quand même dès l'intro que le sujet ne vous est pas totalement étranger. Un jour, écrivez-vous, vous avez voulu perdre quelques kilos pour être plus heureuse. Et ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, oui. J'avais 16 ans et à l'époque, j'ai voulu ressembler, disons, à ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai voulu perdre un poids qui n'avait pas besoin d'être perdu, comme je le remarque aujourd'hui. Mais voilà, j'ai voulu ressembler à des personnes qui étaient sur Internet. Et aussi, j'étais aussi influencée par les personnes qui m'entouraient. Et je suis rentrée dans une période assez violente pour moi parce que je me suis littéralement affamée, je faisais beaucoup de sport, je m'isolais aussi beaucoup de mes proches et il y a eu deux périodes, disons. Il y a eu d'abord la période anorexique, voilà, et la période hyperphagique. Donc l'hyperphagie, c'est le fait... Hyperphagie boulimique, on peut le dire comme ça. On peut dire ça comme ça, oui. Il y a quand même qualificatif de boulimique donne une idée de quoi il s'agit. Oui, c'est ça. L'hyperphagie, c'est le fait de manger beaucoup de nourriture sans avoir un comportement compensatoire ensuite, c'est-à-dire que je ne me faisais pas vomir. Donc je mangeais beaucoup de nourriture, mais je ne me faisais pas vomir. Et donc durant cette période-là, j'ai repris beaucoup de poids. Donc c'était assez violent visuellement pour moi. Y compris pour votre corps. Et oui, y compris ça pour abîme. mon corps, oui. Et c'est pas facile pour le moral non plus. Une hydre à deux têtes, écrivez-vous, anorexie mentale et hyperphagie boulimique. Le livre s'ouvre aussi, pas seulement sur votre parcours, mais sur une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise, ce sont les séquelles gravissimes que peuvent entraîner ces troubles. La bonne, c'est qu'on peut en sortir au moins partiellement, à condition quand même d'être tenace et patient. Oui, c'est important parce qu'on a tendance à entendre du côté des patients qu'on ne peut pas guérir de ces maladies. Même dans les médias aussi, on voit parfois cette affirmation, alors que la plupart des professionnels de santé appuient sur le fait qu'on peut en guérir. Et en effet, c'est important d'aller au bout des soins parce qu'on peut voir des améliorations en cours de route. On peut se dire, bon, aujourd'hui je vais mieux, je mange entre guillemets normalement et j'ai un rapport avec la nourriture qui est beaucoup plus sain. Et voilà, j'ai été voir des professionnels de santé, des psychologues, des psychiatres. Et on s'arrête parce qu'on estime... Il ne faut pas s'arrêter là. Voilà. Mais en fait, non. Parfois, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Et Vous dites 5 ans en moyenne. Oui, en moyenne, mais ça dépend vraiment des gens. Ça dépend des gens, oui. On va souligner le en moyenne. Alors, petit retour sur les chiffres que j'ai cités. J'ai donné celui de 13 millions de personnes concernées. Généralement, je l'ai cité aussi, on parle plutôt de 600 000 à 1 million. En fait, tous ces chiffres sont exacts. C'est juste qu'on ne parle pas de la même chose. Non, on parle pas. En fait, les 600 000 à 1 million qui sont souvent évoqués, ce sont les cas les plus graves. C'est ça. Et les 13 millions de cas sont des rapports assez troublés avec l'alimentation. Donc en fait, les chiffres qui sont le plus relayés sont jusqu'à 600 000 à 1 million, voilà, c'est ça. Et là, on parle vraiment des cas... Mais si on prend tout le continuum, voilà, ça fait 13 millions de personnes qui sont concernées. C'est un livre de témoignages, je l'ai dit, 4 femmes, 1 homme. Évidemment, il y a des échos et des résonances entre leurs histoires. Il y a aussi des différences notables. Vous nous les présentez rapidement. Il y a Sandrine. Oui, alors Sandrine, qui a une trentaine d'années, elle a 38 ans, mère de 2 enfants. Elle est mariée et voilà, elle souffre d'anorexie depuis son enfance, depuis ses 6, 7, 8 ans. On a aussi Laurie qui a... Alors elle qui a été diagnostiquée tardivement, à l'âge de 27 ans. Exactement. Elle qui souffre aussi d'anorexie. Elle vit chez ses parents et aussi un petit peu à l'hôpital. Ensuite, on a le cas de Mathilde, qui a une petite vingtaine d'années, qui, elle, souffre aussi d'anorexie. Et bon, là, elle navigue un petit peu entre les hospitalisations. Ce qui m'a le plus marqué avec elle, c'est qu'elle a été
hospitalisée peut-être une dizaine de fois. On a aussi le cas de Maxence qui était très intéressant. Alors attendez, on va faire Ashley. Ashley, si vous le voulez bien, qui elle a été victime de divers traumatismes quand elle était enfant, notamment de violences sexuelles. Absolument, elle a vécu les violences sexuelles durant l'enfance, elle a aussi été traumatisée par une expérience personnelle dans sa famille. Et c'est aussi la personne la plus jeune de ce livre, elle a 19 ans, donc c'était assez percutant de voir la violence qu'elle a traversée à un âge si jeune. Et ensuite, donc, on a... Alors Maxence, voilà, 4 femmes, 1 homme, mais tout simplement parce que ces troubles concernent 80% de femmes, ça veut dire 20% d'hommes, et vous avez voulu qu'ils soient représentés, ces 20%, c'est Maxence. Oui, Maxence, qui a un profil assez intéressant, puisque c'est aussi un sportif, il pratique l'ultra-trail. Donc, il s'est lancé dans des courses et il souhaitait être plus léger pour courir plus vite. Au début, c'est un peu comme vous. Enfin, vous, c'était pour être plus belle, je ne sais plus quel terme vous employez. Enfin, pour être plus... oui, c'est ça. Voilà. Et lui, c'est pour être plus performant dans son sport. Au début, ça commence sur un rien. On a l'impression que l'élément déclencheur, c'est pas grand-chose. Mais souvent, c'est ça. Hein. Souvent, on se dit, je vais perdre quelques kilos soit en effet pour une course, soit pour me sentir mieux dans mon corps ou avant l'été. Mais c'est comme ça que ça rentre. Pour moi, c'est une maladie qui est très insidieuse et très vicieuse. Et on ne se rend pas compte d'à quel point elle peut prendre de la place progressivement. Et un jour, ça nous tombe sous le nez et on n'arrive plus à en sortir. Beaucoup de témoignages de malades ou d'anciens malades dans le livre, on l'aura compris. Aussi des témoignages de soignants. Et là, les adeptes d'explications simples en sont pour leurs frais parce que les causes des TCA sont extrêmement multifactorielles. Il n'y a jamais une explication, il n'y a pas de principe explicatif, quoi. Non, pas du tout. Et c'est ça le challenge pour les soignants, parce qu'ils sont face à des personnes qui ont des parcours complètement différents. Et donc, en effet, il y a différentes causes. Ça peut être des causes, ça peut être des violences sexuelles, ça peut être la société en tant que telle, ça peut être les proches. Voilà, il y a différentes explications. Et surtout, ces personnes-là, elles vont avoir des besoins différents. Elles vont être ouvertes à une certaine thérapie, ou alors elles ne seront pas ouvertes à une autre. Et en fait, ils sont obligés de s'adapter à l'histoire de la personne. Et c'est comme un soin à la carte, d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment difficile de les soigner. Les professionnels de santé parlent quand même de ce que vous appelez un terreau fertile. On retrouve parfois, souvent, faible estime de soi, un environnement peu sécurisant, d'autres choses encore. Il y a quand même des indices qui peuvent clignoter un peu. Oui, parfois on peut parler de profils de personnes qui sont plus sujettes à ça, mais il y a aussi des éléments qu'on peut appeler déclencheurs. Qui peuvent être... Mais qui sont très variés aussi. Vous dites la diversité des facteurs déclenchants, diversité des approches thérapeutiques. L'idée générale, c'est quand même qu'il faut un traitement pluridisciplinaire. Idée 1, idée 2, plus on commence tôt, mieux c'est. Tout à fait. Il faut être entouré de différents professionnels. Donc, en fait, il faut approcher la psychologie, il faut approcher la relation avec l'alimentation, donc les diététiciens nutritionnistes. Il faut aussi voir des médecins généralistes, c'est aussi utile. Il faut vraiment avoir une équipe autour de soi pour aller mieux. Et votre deuxième question ? La deuxième question, c'était sur le fait de commencer tôt. Ça revient beaucoup dans le discours des soignants, c'est-à-dire que plus on commence tôt, plus on a des chances de guérir, et de guérir vite d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que la maladie a le temps de s'installer avec les années. C'est ça. Et au bout d'un moment, ça devient très compliqué de déconstruire un petit peu nos habitudes ou notre façon aussi de penser l'alimentation ou de voir notre corps. Et alors, j'avais prévu de vous le demander plus tard, mais vous en parlez maintenant, ça s'installe. Je veux bien qu'on s'arrête quelques instants là-dessus, au point où ça devient identitaire, au point où on en vient, pour certaines personnes, à se dire, finalement, je réussis dans mon anorexie ou je réussis dans ma boulimie. Et quand on a une vie par ailleurs bousculée, chaotique, compliquée, finalement, au moins, c'est un truc qu'on sait faire. Et c'est compliqué de s'en sortir. Je le dis avec des mots simples, mais c'est ce que j'ai compris en vous lisant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a une notion d'identité dans la maladie. Et c'est pour ça aussi que c'est encore plus difficile d'en sortir, parce que les personnes qui souffrent de ça, au bout d'un moment, elles se disent, si je n'ai plus la maladie, je ne suis plus rien. C'est ça. Et donc, elles préfèrent garder la maladie, souffrir, quitte à mourir, plutôt que s'en sortir et prendre le risque de devenir ce qu'elles sont. Parce que c'est un grand saut dans l'inconnu. Absolument. Et il y a cette peur du vide. Il y avait un parallèle assez intéressant qui avait été fait avec une des psychiatres que j'ai interrogée. Elle me parlait d'un avion qui se dirige vers un crash. Et en fait, ces patients s'accrochent à l'avion, ils restent dans leur bulle, c'est confortable dans l'avion. Au lieu de prendre le parachute. Je me souviens de ce passage, effectivement, tout à fait convaincant. Mélanie Henbig, de tout mon corps dans la peau de celles et ceux qui luttent contre les troubles des conduites alimentaires. C'est chez First Edition, un bouquin. Il y a marqué témoignages. Il n'y a pas que des témoignages, vous l'aurez compris en écoutant Mélanie, mais il y a beaucoup de témoignages tout à fait instructifs, émouvants et édifiants dans le livre. On retrouve Mélanie en quelques instants. On va se cultiver, pour l'instant, comme on le fait chaque fois dans l'émission, l'anti-sèche. Vous êtes forte en système solaire ?
pas trop. Ok, moi non plus, ça tombe bien, on a un grand spécialiste français qui est présent ici. Alessandro Morbidelli, bonjour spécialiste français. Qu'est-ce que je raconte moi? Voilà. Mais en même temps, vous êtes français d'adoption. Absolument, je suis arrivé en France en 92. Ben voilà, qui est planétologue à l'Observatoire de la Côte d'Azur, membre associé de l'Académie des sciences et de l'Académie royale de Belgique, professeur au Collège de France. Vous venez de publier Retracer l'histoire du système solaire. C'est chez CNRS Éditions dans une collection qui s'appelle De vive voix. Alors la question qu'on posait aujourd'hui, c'est comment reconstruire un événement qu'on n'a pas pu observer, comme par exemple la formation du système solaire. Vous faites comment? Ben oui, voilà, c'est le cœur du livre en fait. C'est un livre plus sur la méthode scientifique que sur les véritables déroulés des événements. Effectivement, on a notre système solaire, on voudrait bien savoir comment il s'est formé, comment la Terre s'est formée, mais personne n'était là pour l'observer. Donc il faut déduire ce qui s'est passé. Et pour déduire ce qui s'est passé, ben, on part de tous les indices que le système solaire aujourd'hui nous fournit, à travers l'étude des planètes, des petits corps, etc. Et on cherche à imaginer un scénario cohérent qui permet d'expliquer comment le système solaire a acquis sa structure actuelle. Mais vous dites que c'est un travail de détective, c'est une démarche de détective. Exactement. Finalement, c'est un peu comme un détective qui arrive sur le lieu d'un crime, il y a déjà un cadavre, il y a des traces, etc. Et en étudiant les traces, il doit imaginer un scénario qui, à la fin, identifie un coupable, un mobile, et les détectives doivent convaincre un jury, enfin, dans un tribunal. Sauf que là, c'est un jury scientifique. Vos pairs PAIRS. Un jury scientifique très, très sévère. Celles et ceux qui décident donc de vous publier. Vous utilisez pour ça un principe qu'on retrouve dans la recherche scientifique. On le retrouve en philo aussi. C'est le rasoir d'Occam. Alors Occam, c'est le nom d'un philosophe, si je me souviens bien d'ailleurs. Donc c'est un grand principe en science, voilà. Parce qu'on peut imaginer plusieurs scénarios pour expliquer la même chose, surtout si on n'a pas beaucoup d'indices, donc on n'est pas trop contraint. Et en science, on privilégie les scénarios plus simples. Pourquoi penser compliqué si on peut penser simple? Keep it simple. J'ai fait un petit exemple dans mon livre. Donc, imaginons qu'il y ait une chambre fermée comme celle-ci et il y a une bouteille ouverte et il y a du parfum dans la chambre. Et après, on invite un scientifique et on lui demande d'expliquer pourquoi il y a du parfum dans la chambre. Donc, le scientifique pourrait se dire, bon, alors, au départ, il n'y en avait pas, les parfums étaient dans la bouteille, quelqu'un a ouvert la bouteille, les parfums s'est répandu dans la chambre. Il peut faire calculer une histoire de concentration, etc. Tout colle, c'est un scénario qui tient la route. Mais peut-être le parfum a toujours été dans la chambre. Donc là, il y a deux explications possibles, et la plus simple, que le parfum a toujours été dans la chambre. Et donc le rasoir d'Occam amènerait à privilégier cette hypothèse. Mais si on a d'autres contraintes, par exemple, il y a un capteur qui nous dit qu'il y a une heure, il y avait beaucoup moins de parfum dans la chambre. C'est que c'est pas ça. La deuxième hypothèse, la simple, tombe à l'eau. Et donc, il faut s'accrocher à l'explication un peu plus complexe où tous les parfums étaient dans la bouteille, quelqu'un a ouvert la bouteille et les parfums sont répandus dans la chambre. Et pour le système solaire, on fait la même chose. Donc. En commençant à chaque fois par modéliser la dernière étape, la plus proche de l'état actuel. C'est vraiment, on remonte, c'est la machine à remonter le temps, votre affaire. Tout à fait, parce qu'on cherche à expliquer ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, on cherche d'abord à reconstruire la dernière étape. Et si on est confiant dans la construction de la dernière étape, on peut essayer de grimper l'escalier. Parce qu'on sait où l'avant-dernière étape doit aboutir. Alors vos indices, c'est pas les taches de sang, puisque vous avez utilisé le corps ou la forme, la position du corps ou les petites mouches drosophiles qui sont là ou qui ne sont pas là. C'est quoi les météos? Enfin, on utilise tout en fait. C'est un peu d'ailleurs comme pour Mélanie Hennebick, c'est une approche très pluridisciplinaire. Il faut de la physique, de la chimie. Oui, c'est une approche holistique, comme j'aime bien le dire, et multidisciplinaire. Donc évidemment, il y a la structure générale du système solaire avec ces 8 planètes, ces petits corps qui sont éparpillés entre Mars et Jupiter, au-delà de Neptune, avec des caractéristiques orbitales très, très particulières, mais aussi toutes les données physiques et chimiques qu'on a en visitant les planètes par les sondes spatiales ou par l'analyse des météorites, qui sont des bouts d'objets qui tombent sur Terre et qu'on peut analyser en tout détail dans les laboratoires. Et il y a quelque chose qui compte beaucoup, alors je ne sais pas si c'est l'éthique du chercheur ou si c'est la qualité humaine du chercheur, c'est une forme d'humilité quand même, puisqu'il faut être prêt dans une carrière en permanence à se dire finalement, j'ai passé un certain nombre de mois ou d'années à forger un modèle, mais telle ou telle découverte est arrivé, remet en cause mon modèle, c'est pas grave, c'est assez contrariant, mais d'une certaine manière, c'est pas grave, on va avancer et tant pis pour mon modèle. Et vous avez été amené à le faire, parce que vous avez des grandes découvertes. Absolument, donc voilà. On a fait des modèles qui ont tenu la route pendant 10 ans, et après des nouveaux... Et clac, la 11e année. Voilà, des nouveaux résultats, des nouvelles données, nous amènent à les revoir. Voilà, parfois, il faut complètement les changer, parfois, c'est juste des adaptations. De toute façon, c'est comme ça que la science avance. Donc, même si on a fait un modèle qui, à la fin, n'est plus
retenu après. Il a été une des étapes. Il a été une étape qui permet au suivant de travailler. Au suivant de faire mieux. Retracer l'histoire du système solaire, Alessandro Morbidelli, c'est chez CNRS Éditions. Je vais y arriver dans la collection de Vive Voix. Merci beaucoup. On va se retrouver demain. Question pour demain. Est-ce que le système solaire sera toujours stable dans le futur? Vous ne savez pas? Alessandro y sait. On retrouve Mélanie Hennebique, Grand Oral. Mélanie Hennebique, autrice de Tout mon corps chez First Edition et journaliste. On parlait du caractère pluridisciplinaire de l'approche des troubles des conduites alimentaires. Il y a aussi un aspect très complexe des soins, c'est leur subjectivité. Et vous dites, au fond, le même mot, le même process, mais deux personnes différentes... Ça n'a pas le même effet. Ouais. C'est-à-dire que les soignants, comme je le disais précédemment, doivent s'adapter à la personne qui se trouve en face d'eux, pas seulement vis-à-vis de leur histoire, mais aussi vis-à-vis de leurs propres envies pour la thérapie et aussi selon leur sensibilité, leur personnalité. En effet, on dit un mot à quelqu'un et ça va être pris d'une autre façon par une autre. C'est ça. Donc, et la clé, au fond, c'est l'alliance thérapeutique. Et ça, vous en parlez, ça revient beaucoup dans les témoignages. Tant qu'on ne fait pas confiance, ça risque pas de marcher. Non, c'est crucial. C'est une alliance qui est cruciale. Et dès les premiers instants, les soignants doivent réussir à avoir la confiance des patients. Et c'est pas forcément facile, puisque aujourd'hui les soignants ont parfois mauvaise réputation auprès des patients. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que parfois ils sont... c'est dur, oui, pas tous, bien évidemment, mais j'ai reçu beaucoup de témoignages, autant dans le livre que lorsque je recherchais... Comme journaliste, comme enquêtrice. Voilà. J'ai reçu aussi beaucoup de témoignages par rapport aux propos qui pouvaient être dits par certains soignants ou aussi certains comportements, que ce soit vis-à-vis du poids, avant les remarques sur le poids. Exactement. Vous le dites d'ailleurs, parce qu'on ramène beaucoup la lutte contre les TCA à une question de poids. Il faut que tu grossisses, il faut que tu maigrisses selon les cas. En fait, ça renvoie à plein d'autres choses. Enfin, le poids n'est que le dernier indice, le dernier maillon de la chaîne. Oui, bien sûr. Et surtout, parfois, le poids ne donne même pas d'indice. On prend par exemple le cas de personnes qui souffrent d'hyperphagie ou de boulimie. Parfois, le poids n'évolue pas. Oui, vous ne bougez pas. Dans le cas de boulimie, quand on se fait vomir, ça ne se voit pas forcément. Donc, ce n'est pas qu'une poids. Mais c'est vrai que la relation patient-soignant est vraiment importante. Et là-dessus, Alain Péroux, qui est intervenu dans ce livre et qui est une référence sur le sujet, puisqu'il travaille avec les patients depuis une vingtaine d'années. Et qui vous a fait la préface du bouquin, je ne l'ai pas signalé. M'a dit quelque chose qui m'a marqué pendant l'écriture de ce livre, c'est que les soignants, avant de devoir aider ces patients, doivent savoir les aimer. Et j'ai trouvé ça vraiment parlant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori du côté des soignants, et ça leur ferait beaucoup de bien aux patients de pouvoir se libérer de ça. Commencer par aimer ces personnes avant de les aider, c'est effectivement la citation. Il y a des pages que je trouve très émouvantes dans le livre. C'est le mensonge permanent dont vous parlez, dont parlent également les malades que vous citez, et notamment le mensonge pour les proches, parce qu'au fond les autres on n'a pas besoin de leur parler, parce qu'on cache, parce qu'on ne dit pas toujours la vérité. Et ça, c'est comme un espèce de poison qui s'instille auprès des personnes dont on a impérativement besoin aussi pour s'en sortir. Oui, et c'est là le vice un peu de la maladie, c'est qu'on ne veut pas déjà montrer qu'on va mal, ou aussi il y a une part de honte souvent. On a honte de montrer qu'on a des difficultés avec la nourriture, on a honte de montrer qu'on veut perdre du poids, ou voilà, qu'on est malade tout simplement, et donc on ment au quotidien, et ça se remarque dans tous les types de relations, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les relations amicales ou familiales. Le mensonge nourrit aussi la maladie d'une certaine manière, et c'est vrai qu'au moment où on entre dans la thérapie, je pense qu'il y a une part de libération qui se fait lorsqu'on arrive à arrêter de mentir et à révéler complètement ce qui se passe, et à parler avec honnêteté à ceux qui nous entourent. Autre impact sur les entourages dont on a besoin, vous le soulignez, ça aide. On peut sans doute s'en sortir, je le souhaite d'ailleurs, à toutes celles et ceux qui souffrent de ces troubles de s'en sortir et qui sont seuls de s'en sortir malgré tout, mais ça aide quand même énormément. Le truc aussi, c'est que ça fait culpabiliser autour de soi, notamment les parents. Oui, ça c'est... Et il faut qu'eux-mêmes, ou j'allais dire elles-mêmes, parce que souvent c'est les mères, acceptent de sortir de leurs propres problèmes de culpabilisation pour aider. Oui, alors ça, là-dessus, les soignants, on remarque quasi systématiquement cette réaction chez les familles. Les parents souvent culpabilisent parce qu'ils se demandent ce qu'ils ont
Qu'est-ce qu'ils ont raté? Voilà ce qu'ils ont raté, qu'est-ce que j'ai fait mal, qu'est-ce que j'ai dit mal, est-ce que j'ai pris part à cette maladie, est-ce que je suis responsable aussi un peu de ça. Mais les soignants le martèlent, les parents ne sont pas responsables. Parfois, oui, certains parents peuvent contribuer à l'apparition de la maladie, mais comme on le disait précédemment, la maladie apparaît pour plusieurs raisons. Il y a différents facteurs qui, mélangés, créent la maladie et il faut vraiment essayer de les déculpabiliser et surtout que ces personnes-là sont très importantes dans le processus de guérison et il y a aussi des thérapies familiales qui peuvent être organisées avec les patients pour que chacun discute et que ce soit plus simple à la maison, notamment avec les plus jeunes. Je l'ai mentionné très rapidement en introduction, tous les troubles et tous les problèmes de santé qui peuvent être générés par ces troubles des conduites alimentaires. Ça peut être des troubles dans la bouche, des problèmes de dents qui se déchaussent, des problèmes cardiaques, enfin, il y a une quantité de maladies absolument incroyable. Il y a un sujet dont on parle moins, on a parlé du couple il y a quelques instants, c'est que certains troubles peuvent même entraîner un retrait affectif et altérer les sensations sexuelles. Ça peut rendre tout ça désagréable. Donc c'est vraiment, tout le corps est embarqué. Ah oui, totalement. Il y a aussi, dans les cas d'anorexie surtout, on a une baisse des hormones. Donc, alors, il y a certains cas aussi où on voit des personnes qui ont une voix qui redevient un peu enfantine. Donc, c'est assez marquant. Et on voit aussi dans la libido une perte totale de désir parce que le corps, d'une certaine manière, se met un peu en veille. Il s'endort un petit peu puisque forcément, il n'a plus de nourriture, il n'a plus de nutriments. Donc, il a du mal à vivre et pour essayer de survivre, il s'économise un petit peu et tout s'endort progressivement. Je l'ai rappelé en introduction, comme vous le faites vous-même, on peut en guérir. Pour autant, les chiffres, ils ne sont pas non plus extraordinaires. Vous citez 50-60% de guérison totale, si tant est qu'il puisse y avoir une guérison totale, mais c'est pas magique quand même. Non, c'est pas magique, c'est vraiment difficile. C'est pour ça qu'il faut mettre des moyens dans ces thérapies et que, voilà, en tout cas, en France, on ne met pas assez de moyens pour les troubles alimentaires. Oui, une personne sur deux en moyenne guérissent. Et je pense que ça contribue aussi de voir ces chiffres, ça contribue aussi à la lassitude des patients, puisqu'ils se disent à quoi bon, en fait, essayer de continuer à me battre contre ça, puisque la maladie gagnera peut-être. Mais non, dans la plupart des cas, c'est possible de guérir si on retient jusqu'au bout, oui. Et on le redit, plus on est pris en charge tôt, plus les chances de guérison augmentent. C'est quand même pas évident aujourd'hui, vous venez de le mentionner très brièvement. Il y a les insuffisances d'accès aux soins sur le territoire, qui sont massives, et puis quand même, malgré tout, les défauts de formation d'un certain nombre de professionnels de santé, au sens très large du terme, pour identifier, détecter, orienter dès les premiers troubles, puisqu'on a bien compris que c'était essentiel. Tout à fait, d'autant plus qu'on parle actuellement de santé mentale, et la santé mentale est complètement le sujet ici avec les troubles alimentaires. Donc il y a vraiment un besoin de former les soignants sur la détection de ces maladies et comment accueillir les patients correctement et d'une façon saine et sécurisée pour qu'ils s'ouvrent et qu'ils acceptent aussi d'entrer dans ce processus qui est la guérison. Et, voilà. 50-60%. Vous-même, vous dites, je suis guéri à 90%. Oui, c'est ce que j'avais tendance à dire autour de moi avant l'écriture de ce livre pendant des années. Vous l'avez écrit dans le livre, en tout cas. Oui, je l'ai écrit. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 10% alors ? Je me suis pas encore trop penchée sur le sujet, en toute honnêteté, mais ça va venir. Mais c'est vrai que le livre m'a permis de me rendre compte que je ne devais pas forcément me focaliser que sur les 90%, mais me focaliser sur les 10% qui restent. Parce que je voyais que les 90% comme quelque chose qui était, c'était une fin en soi. C'est chouette. C'est chouette, c'est vrai, c'est une bonne chose, et c'est une fin en soi, c'est ce que je me disais, mais en fait non, il reste 10% et il faut continuer à aller au bout, puisqu'il faut aller jusqu'au 100% pour vraiment être complètement libéré de cette maladie. Oui, il n'est peut-être pas humain le 100%. Peut-être. Les failles. Oui. Je ne veux pas vous déprimer. Non. Bon, en tout cas, 90, c'est déjà pas mal du tout. Et si ce livre peut vous contribuer, si vous êtes dans cette situation, on peut contribuer à aider vos proches, s'ils sont ou si elles sont dans cette situation, vos patients, vos patientes, si vous êtes professionnel de santé, et ou plus généralement, si vous avez affaire à des adolescentes, je n'ai pas précisé, mais parce que je pense que c'est assez connu, mais malgré tout, que c'est quand même à cette époque-là, à cet âge-là, que la plupart des troubles se déclenchent. Vous lisez De tout mon corps dans la peau de celles et ceux qui luttent contre les troubles des conduites alimentaires, une série de témoignages, mais pas seulement de témoignages de malades, aussi témoignages de soignants recueillis et organisés par Mélanie Henbick, c'est chez First Edition. Vous restez avec nous à partir du côté de l'Afrique du Sud pour le cours particulier. Vous avez de la chance, on voyage aujourd'hui. Allons-y. Alessandro Morbidelli, bonjour. Bonjour, merci. Je veux dire, à demain. Et c'est Marie-Olivier à qui je vais dire bonjour dans quelques secondes.
Et donc c'est à Marie que je dis bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, on voyage aujourd'hui dans le cours particulier, on part loin, on part en Afrique du Sud. Oui, on part en Afrique du Sud pour découvrir un documentaire qui sera lancé en septembre et qui a été réalisé par une jeune réalisatrice, Justine Freux. Justine Freux, elle est élève apprentie de Claude Lelouch aux ateliers du cinéma de Beaune et elle s'est rendue en Afrique du Sud il y a quelques temps. Pour faire du bénévolat au départ? Pour faire du bénévolat. Il est parti plusieurs semaines pour faire du bénévolat auprès d'une association qui s'appelle Born in Africa et qui œuvre à l'accès à l'éducation sur place. En fait, il y a des townships dans lesquels ils travaillent donc au Cap, à côté du Cap. Les townships, on va rappeler. Des quartiers pauvres d'Afrique du Sud dans lesquels il y a une majorité de population noire. Quand on est dans ces townships, c'est difficile souvent de s'en sortir. Que fait cette ONG Born in Africa en direction des enfants de ces townships? Eh bien, elle est née en 2003, cette ONG. Et en fait, l'idée, c'est de faire des parrainages d'enfants, donc du CP à la terminale. Donc il y a vraiment deux axes en fait, d'accompagnement. Le premier, c'est du soutien scolaire, tout simplement pour les enfants qui sont très en difficulté. Donc là, ça va être du soutien scolaire après les cours. Justine a eu l'occasion d'en faire. D'ailleurs, c'est souvent sous forme de jeux qu'ils font ça. Donc, par exemple, là, elle a mis en place des jeux de ballon pour les mathématiques, l'apprentissage des mathématiques pour des enfants de CP au CE2. Mais alors ça pourrait marcher partout. Hein. Ça pourrait marcher partout, moi, ce serait génial. Fait apprendre les maths avec un ballon, je vous raconte même pas. Je serais ingénieur. C'est clair. C'est pour le soutien, le parrainage? Le parrainage, c'est vraiment des enfants qui bénéficient d'un encadrement précis, complet. L'association, en fait, veut vraiment mener les enfants aux études supérieures au maximum. Et donc, il leur propose des aides aux devoirs tous les jours, donc c'est assez intense, mais il leur propose aussi des cours de surf, des ateliers manuels et créatifs pour qu'ils ouvrent l'esprit et qu'ils fassent aussi autre chose que juste étudier. Association qui œuvre en Afrique du Sud, mais qui a été créée par une Belge. Qui a été créée par une Belge en 2003 exactement, donc c'est pas une association locale, mais quand même, en fait, cette Belge Isabelle Brink, elle a travaillé dans l'humanitaire et elle a décidé d'adopter une méthode un peu différente de celle dans laquelle elle avait évolué elle. Donc elle voulait pas que ce soit le nord qui donne au sud, la main qui donne, qui est au-dessus de la main qui reçoit. Donc vraiment, elle a souhaité permettre à ses enfants de s'émanciper après avoir été accompagnés jusqu'aux études supérieures pour ne plus dépendre des aides des associations de Born in Africa ou d'autres associations. D'autre part, tous les nouveaux membres de cette association, ils sont sud-africains, donc ils connaissent vraiment les conditions de vie des enfants et leurs possibilités d'études aussi. Et donc ce documentaire qu'on pourra voir en septembre de Justine, il documente tout ça, tout le travail de Born in Africa. Il documente tout ça. Elle a été bénévole, je vous le disais, donc elle a vraiment saisi cette opportunité-là. Elle le dit, toute opportunité est bonne à prendre pour faire du cinéma. Justine, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné de cinéma, évidemment, mais aussi d'éducation et d'enfance. Elle voulait être institutrice quand elle était petite, puis pédiatre, puis aujourd'hui cinéaste. Et donc vraiment, c'est un sujet qui la tient à cœur et on le sent dans le film. Et donc c'est assez logique. Et on y voit quoi dans le docu? J'imagine le quotidien de l'asso. On y voit le quotidien, mais pas seulement. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que dans Jardin du Sud, on se balade dans les quartiers. On voit vraiment que l'école est au centre et Justine le dit, elle veut vraiment que l'école soit comme un refrain dans ce documentaire, mais elle a donné la parole aux élèves, aux instituteurs, mais des instituteurs qui ne sont pas forcément en lien avec l'association, et aux intervenants, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder aussi la bande-annonce. Jardin du Sud qui sort donc en septembre. Exactement, en septembre. C'est un documentaire qui est intéressant, qui est sensible aussi. Vous verrez qu'il y a une grande place qui est donnée à la musique. Il sera lancé en festival en septembre à ce moment-là. Et donc c'est vraiment sur l'éducation d'Afrique du Sud de manière générale. En attendant, si vous voulez suivre cette prometteuse cinéaste, Justine Freux, eh bien, vous pouvez la suivre sur Instagram, @JustineFreux, F-R-E-U. Freux Justine. Exactement. Son adresse. Je me permets, si on veut vraiment la suivre, Justine. Vous avez raison, c'est l'inverse. Merci beaucoup, Marie. C'est le teaser du siècle. On prend un élan, 2 mois d'élan, mais c'est la dernière semaine de la quotidienne cette année, avant qu'on prenne quelques petits congés. Donc,
vous serez au taquet, j'espère, en septembre. Marie, merci beaucoup. Merci aussi de nous avoir accompagnés toute cette année dans la quotidienne de School TV. Et j'espère rendez-vous en septembre pour la suite et pour de nouvelles aventures pédagogiques. Mélanie, merci aussi de nous avoir rendu visite de tout mon corps dans la peau de celles et ceux qui luttent contre les troubles des conduites alimentaires. C'est chez First et je vous en recommande vivement la lecture. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.